On va passer à la suite avec Arnaud Schwartz, que je vais demander de venir, qui est donc le directeur de l'IJBA, l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine. Donc je vais te donner un micro avec qui nous allons échanger autour de la formation, car c'est vrai qu'à la source de tout, il y a évidemment recruter des collaborateurs pour vous tous, trouver des vocations, et c'est vrai que les formations et les écoles doivent s'adapter aussi à ce nouveau monde. Auparavant, moi qui ai fait cette école-là, il y avait 3 spécialités, la télévision, la radio, la presse écrite. Et on voit qu'aujourd'hui, les choses évoluent, puisque un journaliste radio n'est plus que journaliste radio. Il doit aussi être capable d'écrire, de faire de la vidéo, etc. etc. Un mot sur l'IJBA. L'IJBA, c'est l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine, qui a fêté ses 50 ans en 2017, tout à fait, créé en 1966 même. 67 par Robert Escarpit, ici à Bordeaux, qui était implanté dans la banlieue à Gradignan avant de déménager en 2001, place Renaudel, pas très loin de la gare Saint-Jean, dans des locaux qu'il occupe toujours. L'école est devenue un institut, n'est plus un IUT de journalisme depuis maintenant une dizaine d'années, c'est ça ? Oui, 12 ans, et nous formons donc maintenant un niveau master, comme la plupart des écoles de journalistes reconnues. Voilà, et Arnaud Schwartz, donc tu es devenu le directeur de l'école en octobre 2017, et ton parcours, c'est plutôt celui de journaliste culturel, notamment à La Croix. C'est ça, où j'ai passé une quinzaine d'années, et avant ça en presse magazine nationale. Alors comment on devient directeur d'une école de journalisme comme ça, c'est une vocation également comme l'est le journalisme ? Je crois que l'IJBA, c'est un peu un virus en fait, parce que c'est ce qu'on entend souvent chez nos diplômés. Le passage à l'IJBA est longtemps ressenti comme cardinal dans ce passage qu'il y a entre la vie d'étudiant et la vie de professionnel. Et donc, moi, je l'ai particulièrement ressenti et vécu comme ça. Je n'ai jamais perdu contact avec l'école. Je suis revenu d'année en année donner des cours, des vacations en tant que professionnel en Master 2. Et puis, au bout d'un moment, l'opportunité s'offre. Et je dois dire que quand on est assez démangé par le démon de la transmission, c'est une offre à laquelle on réfléchit plutôt 2 fois qu'une. Oui. Alors, le journalisme cumule quand même 2 défauts importants qui s'appuient sur des études concrètes. D'abord, l'un des métiers les plus détestés de France, il faut le dire, et surtout celui dans lequel il y a le moins de débouchés d'emploi. C'est une étude qui est récemment sortie. Journaliste, c'est finalement, si vous avez des enfants, il faut absolument les empêcher de vouloir être journaliste, car il y a grande chance qu'ils soient au chômage. Je fais ce premier constat là-dessus, mais c'est tout le défi aujourd'hui des écoles. Il y a 14 écoles reconnues en France aujourd'hui. Il y a également des écoles privées qui forment des journalistes. Aujourd'hui, tu es directeur depuis bientôt 2 ans de cette école, 1 an et demi. Aujourd'hui, c'est quoi former des journalistes pour justement peut-être aller à l'encontre de ces 2 problèmes, celui de la profession la plus détestée et celle où il y a le moins de débouchés d'emploi ? Alors déjà, premier constat, c'est qu'en dépit de ces 2 postulats que tu viens de poser avec un brin de provocation et de caricature quand même, mais c'est comme ça que le débat naît. Néanmoins, les concours des écoles reconnues continuent à attirer des centaines et des centaines de candidats chaque année. Donc il ne doit pas être tant que ça détesté et tant que ça honni, puisque le nombre de ceux qui sont tentés par cette profession ne baisse pas. Voilà. Et tous les concours des écoles reconnues sont très sélectifs. À titre d'exemple, puisque nos écrits viennent de se terminer, nous avions 850 inscrits au concours cette année, et nous n'en garderons que 36 une fois les oraux passés. Donc le taux de sélection tourne autour de 4%. Plus de chances de gagner au loto, quasiment. Je n'irai pas jusque-là, mais enfin, on est en tout cas dans le taux de réussite d'une première année de médecine, qui est souvent prise comme référence. Voilà, donc c'est très sélectif, mais néanmoins, le nombre de candidats est toujours très important. Alors, au-delà de ça, ce qui paraît important de dire, c'est qu'au contraire, la formation de journalistes devient peut-être de plus en plus essentiel dans l'environnement de moins en moins clair dans lequel nous évoluons. C'est-à-dire on ne va pas ouvrir ici un débat sur le journalisme et le rôle cardinal du journalisme dans la démocratie, mais enfin bon, il y a quand même des inquiétudes qui s'expriment sur ce plan. Par ailleurs, la mutation technologique étant ce qu'elle est, et nous en avons tous conscience et nous en avons tous la présence dans la poche sous la forme de ce petit écran de portable, tout le monde peut filmer n'importe où, tout
le monde peut communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Donc, où est la spécificité de la figure du journaliste dans une société comme celle-là? Eh bien, je dirais justement qu'elle est dans les fondamentaux du métier. C'est-à-dire que les acquisitions technologiques, c'est une chose, mais avant tout, ce qui fait la spécificité de ce métier, c'est la capacité à mettre en perspective, à créer du lien, à être capable de mesurer les choses, à savoir vérifier une information. Le fact-checking est un anglicisme lié à l'apparition d'un autre anglicisme dans nos vocabulaires qui est la fake news. Mais de tout temps, les journalistes ont dû apprendre à vérifier les informations dont ils font usage. Et avant toute chose, à les trouver. Et on ne trouve pas des informations comme ça. On ne fait pas naître. Tout n'est pas information. Voilà. Donc, à travers ces fondamentaux-là, je crois que c'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue justement pour former aujourd'hui des journalistes et ne pas justement s'abîmer dans le mirage technologique, alors qu'il n'en est pas un, qui est une vraie réalité, sur laquelle bien évidemment nous devons aussi permettre à nos jeunes journalistes, et nous le faisons, je vais sans doute le développer dans les minutes qui viennent, d'acquérir tous ces nouveaux savoir-faire, mais sans jamais perdre de vue cet ancrage-là qui fait bien la spécificité de leur métier et de leur utilité sociale, puisque n'oublions pas que c'est un métier d'utilité sociale. Et d'ailleurs, je dois dire que parmi nos 850 candidats, quand on interroge un petit peu les uns et les autres sur ce qui les pousse à vouloir justement embrasser ce métier qui ne bénéficie pas de la meilleure publicité, leur première réponse souvent c'est de dire « Ah mais moi je veux me sentir utile, je veux donner la parole aux autres ». C'est beau quand même, ça permet de ne pas désespérer. On parle radio aujourd'hui particulièrement, on voit bien que tous ces médias-là, toutes ces cloisons qui existaient jusqu'à maintenant dans les formations, il y avait des spécialités. On voit bien aujourd'hui que finalement, un journaliste radio, on lui demande de faire de la vidéo, de faire de l'écrit, de faire des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est encore une réalité quand même, la spécialisation. Radio, alors nous on est des défenseurs de la radio, on s'appelle Radio Tour, Salon de la radio. Certains voudraient qu'on change de nom, qu'on s'appelle Salon de l'audio, etc. On tient à ce mot radio. Quel sens il a dans la formation des journalistes ? Alors, il a un sens qui est toujours évident quand même, puisque, pour redire un peu les bases, les 14 écoles reconnues dont l'IJBA fait partie ont pour mission obligatoire de former au cœur de métier dit traditionnel des médias. Donc déjà, c'est une obligation pour ces 14 écoles reconnues. Ensuite, bien évidemment, la radio évolue comme tous les autres médias, mais elle garde sa spécificité. Et je crois que dans les formations que nous dispensons, ce serait une grosse erreur que de dire on va former, c'est une expression très à la mode, des journalistes couteau suisse, des journalistes qui savent tout faire, mais tellement tout faire un petit peu que qu'il ne saurait plus rien bien faire, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aussi garder une formation qui soit suffisamment qualitative et quantitative sur un des aspects du métier et sur l'apprentissage d'un des cœurs de métier. Au-delà de ça, après, bien sûr, il faut permettre à nos étudiants d'acquérir des savoir-faire diversifiés. Donc évidemment, aujourd'hui, on ne se contente plus de former à la radio en enseignant que la radio. Nous enseignons bien évidemment par exemple le mobile journalism. Donc de toute façon, qu'on soit en presse écrite, en télé ou en radio, maintenant on doit être capable de revenir de reportages avec des images filmées au smartphone, être capable soi-même de les monter. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Tous nos journalistes reçoivent aussi une formation à l'infographie, au data journalisme, aux procédures spécifiques de fact-checking aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment pour contrecarrer les fake news, etc., etc. Donc de toute manière, il faut être dans cette exigence-là aussi parce que il y a une forme d'agilité à laquelle les jeunes journalistes maintenant, qui est attendue dans les entreprises de presse et que nos jeunes journalistes, pour leur employabilité aussi future, doivent être capables de posséder, puisque ce serait vraiment terrible de se dire on forme des gens dont la formation sera obsolète dans 5 ans. Donc il faut toujours plutôt essayer d'aborder les choses intelligemment et de se dire formons des gens
qui auront suffisamment d'outils en main, de plasticité intellectuelle, et je reviens sur cette notion aussi de fondamentaux du métier, de grands repères aussi, pour le dire vite, de culture générale, pour le dire de manière un petit peu plus universitaire, hein, de grands ancrages théoriques, etc., qui leur permettront de tenir le cap dans cette adaptabilité technologique, dans ce monde de mutation-là. Voilà. Donc c'est un curseur qui n'est pas facile de placer, c'est un curseur sur lequel il faut s'interroger constamment. Et quelque part, là, le doute aide à avancer. C'est rien de pire que d'avoir au-delà de cette conviction sur les fondamentaux, rien de pire que d'avoir des choses trop installées et d'être trop sûr de soi là-dessus. Il faut être tout le temps dans une adaptabilité, sans perdre de vue ces grandes choses-là qui sont prioritaires. Quel dialogue avez-vous justement avec les futurs employeurs, beaucoup accueillis en stage aujourd'hui? Quelle passerelle avez-vous sur les besoins et quels besoins? Là, vous êtes face à un certain nombre de professionnels qui eux-mêmes emploient des journalistes ou peut-être sont journalistes ou cherchent à recruter des journalistes. Justement, comment les écoles, elles sortent de leur tour d'ivoire pour aller au plus proche, notamment, on parlait ce matin des radios associatives qui ont besoin de se professionnaliser pour résister à ces nouveaux enjeux. Comment aujourd'hui les écoles, elles s'adaptent pour être au plus proche de tout ça? Alors, je crois qu'il faut être, en tout cas, c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on travaille à l'IJBA, il faut être dans un dialogue permanent avec les rédactions et avec toutes les rédactions. Il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. S'agissant du monde de la radio, par exemple, nous en parlions un petit peu en aparté tout à l'heure, mais personne n'ignore que l'insertion professionnelle ces dernières années est devenue quand même très complexe sur les grandes antennes nationales, qu'elles soient publiques ou périphériques, comme on disait. Et il est important aussi que nos étudiants prennent conscience qu'on peut aussi faire du journalisme très intéressant, du journalisme ancré dans un territoire, auprès d'autres acteurs du monde de la radio, associative ou privée. Donc, je le dis d'autant plus que c'est en présence du responsable de la formation radio chez nous qui a initié ce mouvement. Il faut vraiment être capable d'ouvrir un petit peu le catalogue de nos interlocuteurs. Et donc, nous travaillons vraiment dans cet esprit. Et c'est un esprit, j'espère, qui est nourrissant pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il est à la fois important pour une école comme l'IJBA de percevoir avec précision quelles sont les attentes et les besoins des entreprises de presse. À l'inverse, je pense qu'il est important aussi pour les entreprises de presse ou les médias d'avoir conscience de ce que nous cherchons à faire en formant des jeunes journalistes. Et justement, je reviens sur ces notions d'agilité, d'adaptabilité, du fait de garantir leur capacité à évoluer dans un chemin professionnel avec suffisamment d'ancrage important. Voilà, donc on ne peut pas se contenter de former des gens au maniement d'outils. On a aussi besoin de donner au monde professionnel des gens qui ont, pour le dire comme ça un peu rapidement, mais vous m'aurez compris, une belle structure intellectuelle, quoi, voilà, qui leur permettra justement de s'adapter d'autant mieux qu'ils auront construit sur du solide et pas sur des fondations mouvantes. On parle beaucoup de proximité aujourd'hui, c'est aussi un peu le sujet de ce Radio Tour, même si on essaie d'ouvrir les sujets. On a parlé d'international ce matin. Justement, le travail de journaliste de proximité, d'abord, est-ce qu'il a évolué? Et est-ce que la formation évolue là-dessus? Vous formez beaucoup de journalistes qui vont demain être dans de la presse quotidienne régionale, dans des radios locales, qu'elles soient associatives, radios locales privées de plus en plus, radios de service public également, notamment les France Bleu, des hebdomadaires régionaux, des télés locales. Justement, est-ce que la formation, elle apporte des choses supplémentaires pour gérer cette information de proximité ? Là-dessus, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce qui a été formulé par Jean Berthelot juste avant. C'est-à-dire que, pour moi, les bases du journalisme et la grande école du journalisme, c'est justement le local, c'est la proximité. Parce qu'on ne peut pas tricher avec ces sources-là. Hein. Quand on travaille à l'étranger, on peut toujours tricher avec ces sources. On ne pourra pas retourner dans le pays. Bon, voilà, ça serait... Mais là, on est au contact de ces sources tous les jours. On vit en étant comme ça immergé dans
dans une société géographiquement définie, et c'est là où toutes les exigences du journalisme doivent être là. Le problème de la collusion, hein, on fait souvent ce reproche au métier, hein, de toute façon, vous faites partie des officiels, vous faites partie des autorités, il y a une confusion comme ça par méconnaissance. Jean avait raison, mais pas seulement. Et il faut aussi être capable, voilà, là, d'être sur des lignes très droites. Hein. Il y a, je veux dire, l'indépendance du journaliste, c'est une notion importante. Les droits et devoirs du journaliste et les questions déontologiques, c'est des questions absolument cardinales. Nous les enseignons d'ailleurs à nos étudiants. Et donc c'est ça aussi qui participe de la crédibilité du voilà. Juste c'est une petite parenthèse et un exemple, mais je crois que ce qui est mené actuellement à travers un média qui n'est pas un média de radio, un média plutôt web qui s'appelle Médiacité, qui ressent la nécessité de s'inventer et de se proposer en tant que média comme un média d'investigation locale. Voilà. Ça n'existait plus. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire du vide qu'il y a eu ou de ce qui a pu être constaté, etc. Donc je crois que les médias, d'une manière générale, ont à s'interroger sur leurs pratiques, sur leurs contraintes. Et voilà, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie aussi d'une certaine autocritique. Mais finalement, ce qui s'est passé cette année et qui a un peu secoué la profession, j'ose l'espérer, aura des vertus parce qu'il y a parfois eu des accusations qui n'étaient pas forcément justifiées, qui ont en tout cas été ressenties comme des injustices par un certain nombre de journalistes, et notamment de journalistes locaux, qui se sont vus reprocher, qui se sont vus fondus avec une masse globale de journalistes, vus comme des gens qui descendent de Paris et qui volent un peu il y a eu des attaques d'agences locales de quotidiens régionaux notamment, y compris dans la région. Bien sûr, on a tous ça en tête, mais je crois qu'il faut dépasser ça et il faut essayer d'aller vers le fait de renouer un dialogue. Je crois qu'en fait, le dialogue manque beaucoup et notamment, c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé et cette profession qui est une profession de parole a beaucoup de mal à parler d'elle-même et de ce qu'elle fait. Et je crois que l'une des voies, c'est peut-être d'essayer de faire en sorte que nous sachions mieux parler de ce que nous faisons et que nous sachions mieux échanger sur comment l'actualité, comment l'information s'élabore. De ce point de vue, et ce n'est pas pour prêcher pour mon ancienne chapelle, mais une initiative est menée depuis quelques jours par la rédaction de La Croix. Un des reporters de La Croix est allé sur le terrain pendant un mois en disant aux gens, dans les petits villages, dans les bars des petites villes, etc., en disant aux gens, là, le mouvement des Gilets jaunes a porté une critique forte et parfois violente vis-à-vis de l'univers journalistique. Donc, alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Selon vous, à qui faudrait-il donner la parole ? Selon vous, de qui faudrait-il ou de quoi faudrait-il parler dans le journal ? Et en fait, à travers cette action-là, la conclusion, c'est que c'est loin d'être simple. Et que c'est loin d'être simple pour tout le monde. C'est-à-dire que dans un premier temps, les gens à qui on a comme ça donné la parole ne savaient pas répondre. Ressortaient des choses qui, quelque part, étaient un petit peu des évidences trop évidentes, des choses un peu, entre guillemets, sans le dire méchamment, un café du commerce. Et il a fallu à ce reporter travailler encore plus en profondeur pour finalement nouer un dialogue très fécond. Et là, il y a des choses magnifiques qui ont fini par ressortir. Donc, je crois que la nécessité de ce dialogue, elle est vraiment très importante pour les années qui viennent, pour que chacun dans cette société reprenne bien conscience du rôle qui est celui du journaliste dans une société qui a un rôle d'être au service des citoyens et pas au service d'une quelconque élite. Et de la part des citoyens, il y a aussi un effort à faire d'une meilleure compréhension des contraintes, des logiques dans lesquelles travaillent les journalistes. Et la boîte noire dans laquelle s'élabore l'information, on devrait peut-être de temps en temps faire en sorte de l'éclairer et d'y mettre un petit coup de projecteur. Dans 2 ans, la promotion que vous êtes en train de sélectionner va sortir. Ça va être peut-être les futurs journalistes, en tout cas on leur souhaite,
À quoi ressemble cette génération-là qui arrive, qui va démarrer les études de journalisme à partir de septembre-octobre, que vous êtes en train de sélectionner? Est-ce que vous sentez le traumatisme de tout ce qu'on a dit dans la vocation? Alors, on la ressent. Vous êtes en plein entretien là, de sélection. Hein. Oui, enfin, c'est à la fin du mois. On sera en plein dans les oraux. Là, sur ceux qu'on avait là en Master 1 cette année, qui étaient encore un petit peu tendres hein, dans leur vocation, ça les a secoués. Ça les a secoués. Bien sûr, on a consacré plusieurs séances avec eux pour libérer la parole quelque part, et puis pour faire en sorte. On est à la limite du support psychologique en fait. Je dirais pas jusque là, mais en tout cas d'en profiter pour faire surgir quelque chose de constructif et les aider à élaborer un petit peu, voilà, et à s'interroger peut-être plus en profondeur aussi sur leur vocation, sur leur choix d'un métier difficile. Moi, je retiens le mot d'une consoeur aux dernières assises du journalisme de Tours qui disait « Mais moi, mon problème n'est pas d'être aimé, mon problème, c'est d'être cru ». Et c'est vrai que le grand défi aujourd'hui, il est là. Voilà. Mais à partir du moment où on est cru, c'est que déjà, il y a moins de défiance. Donc, on est dans une triangulaire, là, dans un triangle des Bermudes, dont il va falloir sortir. Et les jeunes, les étudiants aujourd'hui, encore une fois, comme je disais au début de notre entretien, ça ne remet pas forcément en cause leur choix, mais ça les interroge plus en profondeur et c'est peut-être une chance. En tout cas, les médias de proximité, les radios de proximité ont un vrai rôle à jouer dans les messages qu'elles transmettent, dans les liens qu'elles font avec la population, que ce soit les radios associatives, radios de service public, radios locales privées, et même les réseaux nationaux qui peuvent être implantés en local. Elles ont tout un rôle à jouer là-dessus. Merci Arnaud Schwartz pour cette analyse très intéressante.